Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Pour revenir à des questions un peu plus nationales, justement dans le sillage de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, on perçoit déjà les conséquences en France. Et votre fil conducteur semble être la question de la souveraineté, puisque votre mouvement s'appelle République souveraine. Est-ce que, malgré tout, vous ne vous trompez pas de combat? Est-ce que ce n'est pas la République qui affaiblit la souveraineté de la France? C'est-à-dire, en quoi la République particulièrement affaiblirait la souveraineté de la France? Puisque la République ne défend plus la souveraineté aujourd'hui. Mais c'est pas la République qui ne défend pas la souveraineté, c'est ceux qui la représentent. Vous en êtes certain? Ah, mais oui, je suis aussi certain que la raison pour laquelle nous avons lancé la campagne présidentielle le 20 septembre, c'est en hommage à la bataille de Valmy du 20 septembre 1792, où les volontaires français rejetèrent le prince de Brunswick et ses armées qui voulaient remettre le roi en place, au cri de Vive la nation, et ça a été la grande victoire de Valmy. Le lendemain, 21 septembre 1792, la Convention abrogeait la monarchie et ça a permis le 22 de proclamer la République. Donc oui, je suis à peu près convaincu que la République, c'est la souveraineté puisqu'elle naît justement là, et entre autres avec cette bataille et la Révolution française. Le problème, c'est que la République est assez claire, en particulier dans sa Constitution, dans son article 1er, dans son titre 1er, qui s'appelle, je le rappelle, de la souveraineté. L'article 3 qui inaugure, qui est dans le titre 1er de la souveraineté, c'est la souveraineté de la nation appartient au peuple, qui l'exprime par la voix de ses représentants élus ou par voie référendaire. Or, nous avons plutôt une trahison des élites politico-économiques de notre pays depuis quelques années, qui trahissent non seulement les intérêts de la France, les intérêts de son peuple, comme dit l'article 1er, quelles que soient les origines, la religion ou la race de ce peuple, des composantes du peuple français, et trahissent les principes même de la République. Donc non, la République, au contraire, si les principes républicains sont défendus comme ils devraient l'être, en particulier par le premier qui devrait défendre le président de la République, elle serait un atout formidable pour défendre notre souveraineté. Alors, ce n'est pas le cas. Vous parlez de trahison, à partir de quand vous datez cette trahison? Cette trahison, je pense, commence sous Mitterrand. Elle s'accélère avec le traité de Maastricht en 1992. Et puis, elle est particulièrement visible et flagrante en 2008, quand le gouvernement UMP de Sarkozy, en accord et avec le Parti socialiste de François Hollande, se réunissent à Versailles, quel symbole, pour s'asseoir sur le vote lors du référendum sur le traité constitutionnel européen qui avait été rejeté par le peuple de France, très largement rejeté. Voilà. Pour vous, c'est vraiment la construction européenne qui fait perdre la souveraineté à la France? Bah oui, c'est l'objectif. Alors, il n'y a pas que ça serait exagéré de parler que de la construction européenne. Il y a l'OTAN, et puis d'une manière générale, l'ensemble des institutions supranationales comme l'OMC, le FMI, les divers traités de libre-échange. C'est quelque chose qui est plus général. Il se fait que le capitalisme, puisque c'est le système économique dans lequel on est, a changé de nature à la fin des années 70. Et petit à petit, à la fin des années 70. De national et industriel, il est devenu financier et international. Et la révolution technologique de l'informatique
a permis non seulement la programmation et la reprogrammation des machines-outils, ce qui a facilité les délocalisations, mais aussi a permis des transferts aisés de fonds, ce qui ne pouvait pas se faire avant ou se faisait de manière plus difficile. Ceci a fait qu'une élite dans tous les pays, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, peu importe, s'est détaché des intérêts de son peuple pour maximiser ses intérêts et a mis en place des institutions internationales, dont l'Union européenne, dont l'objectif est de déréguler, c'est-à-dire de casser les régulations votées de manière souveraine par les États, par les représentants dans les différents parlements, et son objectif est d'épuiser, de faire dépérir les États-nations. Oui, c'est ça, et donc effectivement, c'est pas à pas, ce sont des pertes de souveraineté. Et quelles sont les perspectives politiques dans le cadre que vous venez de décrire, puisqu'Emmanuel Macron vient d'être réélu président. On voit s'amonceler pas mal de problèmes, en tout cas de difficultés économiques, comme l'inflation, la guerre dont on a parlé tout à l'heure. Comment vous envisagez les choses pour la suite? Oui, je pense que ça va être assez difficile. Alors que la France a pourtant des atouts assez extraordinaires. On vit une période de crise. C'est comme ça. Donc vous êtes plutôt jeune et la jeunesse de France, la jeunesse du monde va affronter de nombreuses crises. Ça tombe sur vous. C'est comme ça. Et il va falloir être inventif. Les crises sont la crise climatique. Tout le monde la connaît et on voit ses effets comme ça se passe actuellement de manière catastrophique en Inde. Peut-être que vous êtes au courant, mais ça fait plusieurs semaines que nous avons des moyennes de température qui dépassent les 45 degrés, avec des pics à 60 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, j'ai vécu pendant quelques temps au Sahel avec une moyenne à 48 degrés. Je peux vous assurer que c'est extrêmement difficile pour le corps humain et pour les cultures. Donc, bien évidemment, une grande partie des récoltes sont brûlées dans un contexte de guerre actuel où les premiers producteurs de blé et de céréales sont la Russie et les cinquièmes l'Ukraine. Tout ça n'est pas une bonne chose. Donc, crise climatique, crise alimentaire, entre autres liée à cette guerre, mais de manière générale, car la multiplication par 3 de la population mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale a été rendue possible par ce que l'on a appelé la révolution verte, qui porte très très mal son nom. C'est la révolution de l'agriculture par les hydrocarbures, donc elle est très peu verte. L'hydrocarbure permet les intrants chimiques, l'engrais, qui améliore les récoltes, et aussi permet de faire tourner des machines qui permettent d'augmenter les récoltes, comme les tracteurs, et puis de transporter cette nourriture. Bon. Avec des pics qui ont été atteints dans la production de pétrole et de gaz dans le monde, c'est évident que cela va poser problème, et ça va poser des problèmes de plus en plus chaque année. Je rappelle que les printemps arabes se sont déclenchés, entre autres, par une situation intenable pour les populations et des révoltes de la faim. À ces crises climatiques et alimentaires vont évidemment s'ajouter des crises migratoires, puisque les crises de cet ordre-là provoquent des migrations, qu'elles soient internes au continent ou transcontinentales. Le premier pays de migration lié au conflit, aux crises alimentaires et climatiques est intra-africain, principalement. Et donc une crise démographique qui va aller avec, et puis des crises géopolitiques. Le tout surplombé par des crises économiques, dont on est en train de voir les prémices, et ce qui se passe en Ukraine. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, risque d'être un accélérateur. Voilà, ça c'est le tableau, et les crises pop-up, comme on dit, de manière accélérée. On a eu la crise Covid, qui est une crise... On en aura d'autres. Hein. On nous annonce avec le réchauffement climatique le dégel du permafrost, comme vous le savez. Le permafrost, c'est cette couche de terre gigantesque gelée depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années en Sibérie et dans le nord du Canada, qui risque, selon des spécialistes de virologie, de libérer des mégavirus, des virus qui sont là depuis très longtemps et auxquels aucun organisme vivant n'a fait face. Donc on va avoir d'autres crises sanitaires
Tout ça arrive en même temps, et bien évidemment, ce système d'économie mondialisée néolibérale qui profite aux plus riches et aux institutions bancaires et financières, totalement dérégulées, où la préoccupation première est la maximisation du profit de quelques-uns, est totalement inadapté à justement à la gestion de ces crises. Bon, on l'a déjà vu avec la crise de la Covid, ça a augmenté considérablement nos dettes, nos entreprises sont en difficulté. Avant même la guerre en Ukraine, on avait une crise de l'énergie en Europe, comme vous le savez. Vous devez, si vous payez des factures d'électricité, vous savez que d'énergie et de gaz, vous savez qu'en un an, jusqu'au mois de février, en un an, les factures ont augmenté en moyenne de 56%. Rien que cet hiver, 12 millions de Français ne se sont pas chauffés. Évidemment, dans les familles les plus pauvres. Eh bien, nous avons calculé avec on a de très très bons experts en industrie et en énergie à la République souveraine, que avant, et je précise bien avant la crise de la guerre en Ukraine, au tournant automne-hiver, nous avons prévu que nous aurions un doublement des factures d'énergie. Je vous laisse imaginer ce que veut dire un doublement des factures d'énergie pour les particuliers et pour les entreprises, compte tenu du fait que la moitié des Français gagnent moins de 2 000 € par mois. Le salaire médian est à 1 960 €. C'est intenable. Rien que ça. Mais vous voyez, là-dessus, il y a la crise géopolitique qui elle-même peut entraîner une crise financière grave en Europe. Donc, ça va être extrêmement, extrêmement difficile. Et le modèle que défend de société, le modèle économique que défend Emmanuel Macron, encore une fois, est très peu adapté pour y faire face. Et comment quelles solutions vous pouvez préconiser sur les différents et grands sujets que vous venez sur les grands sujets, je dis la France a des atouts majeurs. On pleure souvent en disant la France, c'est un pays qui n'a aucun avenir ni aucun espoir. Au contraire, la France est un des pays qui est peut-être les mieux lotis face à ces crises. Pourquoi ? Malgré la crise climatique, la France est une grande terre agricole. Ça a fait sa puissance pendant des siècles et des siècles. Nous avons, si nous ne faisons pas que favoriser les grands propriétaires céréaliers, nous avons les moyens d'être en autonomie alimentaire. C'est la base. C'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs se suicident. Il y a un problème de renouvellement des générations, et donc les techniques agricoles sont sans doute en train de se perdre. Donc oui, sur le papier, c'est très juste ce que vous décrivez, mais dans la réalité des faits, c'est peut-être un peu difficile. Je réponds à votre question. Vous avez bien raison. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que l'on proposerait. C'est pas parce qu'on propose que c'est facile. J'ai jamais dit ça. Actuellement, la situation du monde agricole est catastrophique. D'abord, le monde agricole a disparu en France. Il faut se rendre compte qu'il y a moins de 400 000 exploitations agricoles. Il y a moins de 10% en 10 ans. La moyenne d'endettement des exploitations agricoles est 220 000 €. Il y a 2 suicides par jour chez les agriculteurs. 2 suicides réussis. Hein. Donc ça veut dire que ça ne va pas du tout. Et donc il y a beaucoup de savoir-faire aussi qui sont perdus. Bien évidemment, la solution qui est proposée, c'est-à-dire, je veux dire, on a une possibilité d'autosuffisance alimentaire dans un contexte de crise alimentaire mondiale, ne sera pas aisée, mais il est possible. Ce n'est pas le cas que pour l'Espagne, ce n'est pas le cas pour bien bon nombre de pays. Enfin, même, prenez l'Algérie par exemple, ou l'Égypte. L'Égypte, c'est le pire. L'Égypte, quand bien même les dirigeants seraient les meilleurs et le peuple, c'est le plus organisé, il n'y a pas de quoi produire la nourriture pour les 90 millions, 100 millions d'habitants de l'Égypte. Il n'y a pas. En France, on a. Ça ne veut pas dire que ça va être simple. Autre avantage particulier de la France, malgré le sous-investissement et la nullité de nos gouvernants par rapport à cette question-là, la France est toujours une nation cadre dans le nucléaire. Alors nous sommes en retard dans les investissements. Visiblement, Emmanuel Macron, après avoir fermé Fessenheim, après avoir arrêté les recherches sur Astrid, le projet Astrid. Le projet Astrid, ce sont les générateurs, ce sont les centrales nucléaires de 4e génération fonctionnant sur les déchets nucléaires.
après avoir, sous François Hollande, contribué à arrêter la coopération avec la Chine sur les centrales au thorium. Les Chinois ont ouvert les 2 premières centrales au thorium l'année dernière. Ce sont des centrales nucléaires quasiment propres, sachant que nous avons des mines de thorium en Bretagne. Malgré toutes ces erreurs, la lumière semble être arrivée au cerveau d'Emmanuel Macron et il relance le nucléaire en France dans un monde où on a atteint des pics d'hydrocarbures, où on voit la pression que peut avoir la Russie sur une Europe qui dépend à 40% du gaz russe, à 30% du pétrole russe. Le nucléaire est l'avenir et c'est une source de souveraineté pour la France et de puissance. Je peux juste te faire un tout petit commentaire là-dessus. Justement, dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, il peut y avoir un problème d'approvisionnement d'uranium de ce côté-là, mais aussi en Afrique, que ce soit au Niger, au Mali. Si on verrouille, de toute façon, les positions sont en train de changer. Les dirigeants africains commencent à se rebeller quelque part contre la présence française. Et donc, on peut aussi imaginer les difficultés d'approvisionnement en uranium. Juste Ignace, pour rappeler pour nos auditeurs, un petit fait, parce que souvent les gens se concentrent sur le Niger en tant que fournisseur. En réalité, le premier fournisseur de la France, c'est le Kazakhstan, et qui est un allié de la Russie. Donc là, si on embête un peu trop la Russie peut verrouiller. On est bien d'accord. Oui, vous avez parfaitement raison de faire cette remarque. Le premier fournisseur, c'est le Kazakhstan, et c'est la Russie qui est le premier producteur avec 35% de l'uranium mondial. D'ailleurs, encore une fois, je répète, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'est nous qui avons déclaré une guerre économique à la Russie. La Russie n'a pas attaqué la France, elle a attaqué l'Ukraine, avec laquelle nous n'avons pas d'accord militaire. Bon. Et dans ce contexte-là, les Américains sont beaucoup moins idiots que nous, alors qu'ils poussent à la guerre et qu'ils y participent de manière active. Ils ont sorti des sanctions qu'ils appliquent à la Russie, l'uranium et les engrais, parce qu'ils en ont besoin. Bon, on n'est pas obligé d'être idiots. Eux ne le sont pas et œuvrent d'abord à leurs intérêts. Et oui, c'est tout à fait surprenant. Hein. Et puis jusqu'au 1er mai, les Américains achetaient 100 000 barils de pétrole russe par jour. Hein. Ce qui montre l'idiotie des gouvernants que nous avons actuellement dans l'Union européenne. Oui, effectivement, c'est un problème. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'aller ailleurs et que ça a été une catastrophe d'arrêter Astrid, qui aurait fonctionné au MOX, c'est-à-dire aux déchets radioactifs des autres centrales. C'est stupide d'avoir arrêté les centrales au thorium, car nous avons des centrales au thorium, et ainsi de suite. De la même manière, c'est assez peu connu. Nous avons eu en 2018 un prix Nobel de physique. Gérard Mourou, voilà. Assez peu de gens le savent. Et Gérard Mourou est un spécialiste des lasers, dont l'une des découvertes est qu'on peut faire un bombardement, entre guillemets bombardement, laser sur des objets qui sont radioactifs et réduire leur radioactivité à 0. Bon. Bref, tout cela peut être industrialisé. Tout est une question de volonté. Et encore une fois, nous n'avons pas de raison particulière d'être en conflit avec la Russie et donc de nous couper des approvisionnements en uranium de la Russie et du Kazakhstan. Et je suis bien d'accord avec vous, hein, on est quand même chez les fous, puisque il y a 2 semaines, le Parlement européen a voté une résolution enjoignant la Commission européenne à arrêter toute livraison, immédiatement et totalement, toute livraison de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium russe. Ce qui est évidemment absolument et parfaitement suicidaire. En tout cas, si c'était mis en place. Les autres forces de la France, eh bien c'est que la France, bon, c'est pas que symbolique, mais le français est la 3e langue d'influence dans le monde. 3e. Et puis la France est là la 2e surface maritime mondiale. 2e. Dans un contexte de course aux ressources, c'est engagé par tout le monde. L'avenir est sous les océans. Et là, la France a des moyens de souveraineté et de puissance colossaux, qui ne sont pas utilisés. Hein. Nous avons notre flotte est à l'os.
Déjà dans le golfe du Mozambique, le Qatar creuse en travers pour piquer nos ressources en hydrocarbures. Là non plus, on ne fait pas ce qu'il faut, mais il y a des moyens, si on veut. La France est également une des puissances cadres spatiales. Ce n'est pas tout le monde qui a Ariane 5, Ariane 6 et qui envoie des fusées dans l'espace. Bref, il y a encore... Les Allemands, là, se sont désengagés du programme en partie. Il y avait, je crois, une usine dans l'Est français qui aidait justement sur ce programme spatial. Et là aussi, les Allemands participent plutôt au démembrement Et je suis bien d'accord, c'est pour ça que je vous dis le problème n'est pas la République, mais ceux qui nous dirigent. Vous parlez de l'usine des moteurs Vinci d'Ariane 6, qui est à Vernon, dans l'Eure. Elle a été déplacée en Allemagne. Sans que jamais il n'y ait aucune explication sur la nécessité et l'utilité pour la France de donner cet avantage supplémentaire à l'Allemagne et de perdre cet avantage. Ce que je voulais dire, c'est que face à cette crise, la France, à ces multiples crises, la France a des moyens de réagir si elle le voulait en souveraineté. Mais ça impliquerait beaucoup d'efforts et une réindustrialisation qui passe évidemment par une forme de protectionnisme ne se fait pas juste en claquant des doigts, ça demande des efforts colossaux. Ça demande une véritable planification telle qu'elle existait après la Deuxième Guerre mondiale et sous les divers gouvernements du général de Gaulle, qui a permis la création d'Ariane, justement, d'Airbus, de faire le nucléaire français et toutes les très grandes entreprises que nous avions. Voilà. On n'est pas obligé de continuer sur la voie qui a consisté à démembrer l'industrie et les technologies en France.